Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivres.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Si vous avez envie de vous lancer dans l'auto-édition, l'une des étapes non négligeables de votre projet littéraire est son financement. De l'écriture à la promotion du livre, en passant par la production et la mise en vente, vous allez certainement faire appel à des professionnels et cela a un coût. Si vous disposez déjà du montant du budget total pour couvrir ces frais, alors c'est parfait. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Alors, comment faire pour financer son projet? Il existe certainement différentes méthodes pour trouver des financements, mais dans cet épisode, avec mon invité Steve Mekudja, nous allons parler de la méthode du financement participatif, aussi appelée le crowdfunding. En 2018, Steve Mekudja lance un crowdfunding à hauteur de 3 700 € pour financer son projet artistique Rituals, un projet qui allie la musique, la poésie, la danse et la photographie. Il avait pu alors récolter la somme de 4 060 € au total. Et fort de son succès, il a commencé à coacher ses collègues artistes pour le lancement de leur crowdfunding. Et il a eu du succès aussi. Un crowdfunding réussi se prépare méticuleusement et rien n'est laissé au hasard. Steve Mekudja partage dans cet épisode son expérience et donne des astuces simples et pratiques pour réussir son crowdfunding. Je vous laisse en compagnie de Steve Mekudja. Très bonne écoute. Bonjour Steve Mekudja. Bonjour Assel. Comment vas-tu? Je vais très bien. Il y a un peu de soleil aujourd'hui à Berlin. Ah d'accord, justement, j'allais demander où est-ce que tu te trouves. On est dans la même ville, mais on se parle par écran interposé, vu les circonstances, puisque on est en plein Covid confinement. Je suis très contente de t'avoir dans le podcast en tant qu'invité, parce qu'il faut le dire, tu es déjà dans le podcast, mais derrière, tu travailles et merci d'avoir accepté l'invitation dans ce podcast. Merci de m'avoir invité. Alors, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui savent déjà qui est Steve Mekudja, mais s'il y a une ou deux personnes qui ne le savent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, Steve? Alors, je suis Steve Mekudja. J'ai une formation d'ingénieur en informatique. Mais ceux qui me connaissent donc sur Internet me connaissent comme Steve Mekudja, l'auteur, le poète, le chanteur, le réalisateur, le directeur artistique aussi parfois. On résume toujours en disant l'artiste simplement. Très bien. Et comment tu te retrouves en Allemagne, Steve? J'arrive en Allemagne pour Cameroun en Allemagne, je crois que je ne connais pas les statistiques, sur 100 Camerounais, il y aura 50 qui sont venus pour les études. Je fais partie de la partie venue pour les études. Je suis arrivé après mon bac pour faire des études à la base en médecine. Finalement, je me suis retrouvé en informatique. Et ouais, ça fait bientôt 8 ans que je suis là. Ah, quand même. Et là, tu as terminé tes études. Oui. OK. Alors, terminé, ma mère répondra en disant qu'on ne finit jamais parce que mes parents attendent que j'aille jusqu'au doctorat. Donc, c'est à voir. Peut-être que je continuerai plus tard. Mais pour l'instant, disons que je fais une pause. OK. Très bien. Et comment est-ce que tu démarres dans le domaine artistique?
je ne me souviens pas exactement du moment où ça a commencé. C'est-à-dire que je dis toujours que ça a commencé depuis le ventre de ma mère. Ça peut sonner trop romancé de dire ça, mais c'est la vérité. Ma mère dit que à 3 ans, j'écrivais partout. Je ne racontais pas encore je n'avais pas encore lu les livres que j'ai lus aujourd'hui, mais au moins, elle avait remarqué que j'aimais écrire, juste le geste d'écrire. J'écrivais partout, sur les murs, sur les draps. Et quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à y raconter des histoires. Et sans même être sous l'influence d'un style particulier. Moi, je racontais mes histoires avant de lire. Avant de lire même la littérature, bien sûr, on lisait en classe A, B, C et tout, mais sans même avoir lu la grande littérature que j'ai lue par la suite. J'écrivais mes propres histoires. Je racontais mes rêves, je racontais les histoires banales de la vie de tous les jours. C'est par la suite que j'ai découvert les livres. Mais ensuite, quand j'arrivais en Allemagne, j'ai compris que ce que je faisais, c'était en fait, ça pouvait devenir un métier. Moi, je savais pas qu'on pouvait en faire un métier. C'est ici que je découvre qu'on peut en faire un métier. Allez, je vais résumer. Et par la suite, je partage mes textes sur Internet. Les gens aiment. Je gagne un prix. Voilà. On pourrait dire que c'est le départ de, entre guillemets, la carrière. Est-ce que tu peux nous rappeler de quel prix il s'agissait? Il s'agit du prix Stéphane Hessel de la jeune écriture francophone organisé par TV5. Alors, le prix n'existe plus exactement sous cette forme-là, mais il y a des prix aussi. Ils ont un prix aussi aujourd'hui pour le théâtre, pour les nouvelles. Le prix, je l'ai eu en 2015 pour une nouvelle qui s'appelait Talangae sur le viol des femmes au Congo. Et ce prix même au sein de ma famille, m'a un peu libéré parce que quand tes parents t'envoient en Allemagne pour faire des études en informatique, on n'attend pas de toi on n'attend pas d'entendre ton nom à la radio parce que mon père a découvert à la radio, RFI. Et il a été surpris. Moi, je savais très bien que j'avais le prix, mais puisque je ne pouvais pas en parler, et que, c'est une autre histoire, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Avant de gagner le prix, je m'entendais pas avec mon père. Mon père n'était pas content. Mon père me disait, tu m'arrêtes tes conneries là que je vois sur Internet, tes textes que tu écris. Il faut que tu obtiennes ce master. Donc, on n'était pas content. Mais quand il entend, alors, et que ses amis l'appellent, on a entendu le nom de ton fils à la radio, c'était pas pour ce qu'il avait souhaité. Il aurait souhaité que ce soit pour un prix en informatique. Mais c'était le prix de littérature. Il m'a dit, OK, maintenant que tu m'as prouvé que c'est ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire, alors je te libère. Vas-y, fais ça, mais sois sage. Ah, ça, c'est un beau cadeau. Ça, c'est un beau cadeau. Ce qui fait que à partir de là, tu as donc commencé à déployer tes ailes. Mais n'étant pas encore un professionnel, comment est-ce que tu démarres? D'où tu pars? Je veux dire, tu n'as pas de connexion, tu n'as pas fait des études dans un domaine artistique. Comment est-ce que tu démarres? Je suis quelqu'un alors, je ne sais pas si je suis quelqu'un d'un peu têtu. C'est-à-dire que y a rien. Je n'accepte jamais que quelque chose puisse être trop compliqué pour moi. Quand je vais me battre pour l'obtenir. C'est-à-dire que la question de tu n'as pas étudié ça, alors tu n'as pas qualité. Non, ça n'existe pas pour moi. Allez, je fonce. J'ai commencé sur Internet sans même avoir alors, je ne savais même pas que je voulais en faire un métier. J'étais sur Internet pour partager mes textes. Mais quand j'ai su qu'avec ça, cette chose-là qui me plaît, je peux en faire un métier, je peux en vivre. J'ai dit, OK, let's go. Et les connexions, je les ai créées en allant présenter mon travail, en allant frapper à des portes. Voilà, je m'appelle Steve Mikuja, voilà ce que je sais faire. Est-ce que vous pouvez me donner ma chance? Est-ce que vous pouvez partager allez, voilà, voici ma nouvelle que j'ai écrite. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous pouvez la partager sur votre site? C'est la même chose que j'ai fait avec Afro Livresque en 2015, je crois. J'avais des textes que j'envoyais comme ça. Et c'est la même chose que j'ai fait avec tout le monde. Proposer ce que je sais faire et espérer que ça marche. Voilà. Et ça, dans certains cas, fonctionner. Ça crée des connexions, ça crée. Maintenant, avec Internet, tout le monde peut voir ce qu'on fait. Et les gens sont parfois touchés. Les gens qu'on ne croyais même pas touchés sont touchés et me contactent et ça crée d'autres choses. Et ça s'est même transformé à autre chose, la musique, le film et tout ça. Ouais. Donc,
être discipliné, avoir envie, n'avoir pas peur d'aller dire ce qu'on sait faire, aller dire ce qu'on veut faire. Le monde est immense, il y a de la place pour tout le monde. Mhm. Justement, à propos de musique, tu démarres dans la musique, tout en restant auteur, hein, tu démarres dans la musique. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que l'intro de ce podcast, c'est la musique de Steve. Toutes les transitions, c'est la musique de Steve. L'outro, donc la sortie, c'est la musique de Steve. Est-ce que tu peux nous dire, nous parler de cette chanson qu'on a choisie pour accompagner ce podcast? Alors, l'intro de ce podcast, c'est une de mes compositions que j'aime beaucoup parce que c'était une composition organique. Ça s'appelle Menois dans mon cœur, la chanson. Menois, je suis Camerounais, je suis de la Menois, Ch'tian. Et c'est une chanson dans laquelle je dis mon amour pour pour mon pays, pour ma région d'origine. Et cette chanson, si vous entendez le son là qu'on entend, c'est vraiment ceux qui connaissent la musique de la Menois. Il y a beaucoup il y a comment on appelle cet instrument là qu'on tape là pendant les événements. Un peu comme des cloches. Voilà. Et aussi, on entend en fait, c'est des choses qui sont arrivées en studio comme ça. En fait, on était un groupe de garçons en studio. Et la chanson, j'avais juste le texte, mais j'avais pas encore la musique. J'avais juste une mélodie qui arrivait comme ça. Donc, en studio, on a commencé donc, le gars a commencé à taper son instrument et celui qui était à côté, qui n'était même pas franchement chanté, a commencé à respirer. Je dis, j'aime comment tu respires là. Ajoutons ça. Est-ce que tu peux respirer encore comme ça là? On a mis ça. Et moi, donc, et c'était une chanson c'était en studio. C'est comme si c'est passé quelque chose en studio que je ne sais pas expliquer. C'est pour ça que j'étais très heureux quand tu as accepté d'utiliser cette chanson parce que j'estime que je n'ai pas assez parlé de ces chansons lors de la promotion de mon projet et que enfin ces chansons à ce moment de gloire, le moment de gloire qu'elle mérite. Donc, on peut dire qu'elle a été créée spécialement pour ce podcast, finalement. Oui. Parce que je trouve que ça marche, que ce soit la thématique, que ce soit même comment les choses s'agencent. Je trouve que c'est excellent. Excellent. Super. Et cette chanson était intégrée dans un projet qui s'appelle Rituals. C'est comme ça, c'est avec ce projet que tu démarres dans la musique. Et ce projet est assez particulier parce que ce n'est pas un album classique de musique. C'est tout un ensemble de produits artistiques. C'est de la photographie, c'est de la chanson, c'est un peu je peux dire de cinéma aussi. Voilà. Et pour ce projet, tu as eu une idée de créer un crowdfunding. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invité dans cet épisode pour qu'on parle du crowdfunding. Parce que tout projet artistique a besoin d'un financement. Il y en a qui en ont besoin un peu plus que d'autres. Les auteurs qui nous écoutent ou alors ceux qui veulent le devenir, ils ont besoin d'un financement pour couvrir les frais de production et de promotion de leur ouvrage. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment est-ce qu'on peut faire un crowdfunding qui va marcher. Parce qu'il ne suffit pas de le faire, il faut qu'il marche. Et ton expérience dans ce domaine-là me parle beaucoup, puisque non seulement tu as fait le crowdfunding pour ton projet Rituals, mais tu as fait d'autres crowdfunding ou alors tu as accompagné d'autres artistes pour faire leur crowdfunding. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un crowdfunding pour commencer? Alors, un crowdfunding, c'est très simple. Financement participatif. Financement par le crowd, par la foule. Crowd veut dire la foule. Mm-hmm. Et simplement, tout particulier, toute entreprise qui souhaite financer un projet par leur communauté, par des gens, par des particuliers ou par d'autres entreprises, utilise cette méthode-là. Donc, financement, j'ai simplifié, hein, je n'ai pas pu donner la définition complexe. Financement par la foule. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce qui te fait penser au crowdfunding quand tu démarres ton projet Rituals?
il faut se dire la vérité, l'art coûte cher. Il faut que, moi, je veux commencer par ça. Que ce soit produire un livre, produire une chanson, je n'ai pas dit un album. Il faut, si on veut avoir certains standards de qualité, il faut de l'argent. Même si on est talentueux. C'est-à-dire que si on est talentueux, on a une belle voix et qu'on veut enregistrer une chanson, si on veut que la chanson soit enregistrée dans des bonnes conditions, il faudrait qu'on ait un bon micro, il faudrait qu'on ait un bon mixage, il faudrait qu'on ait un bon mastering. Si on veut un bon livre, même si on écrit bien, il faudrait que le livre soit... alors même si on écrit bien, il faudrait qu'il soit corrigé quand même. Il faudrait qu'il y ait une belle mise en page, il faudrait qu'il y ait un beau livre, il faudrait qu'il y ait une belle couverture. Alors, comment on fait quand on a cette passion, cette envie depuis, mais qu'on n'a pas les moyens? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai commencé mon projet. Je rappelle que j'étais étudiant à l'époque, hein, et j'ai pensé au début que j'allais pouvoir arriver au bout du projet tout seul parce que mon projet serait trop intéressant. Donc, j'ai commencé. Dis-nous tout. Alors, j'ai commencé mon projet, je l'ai écrit. Vous savez, quand vous écrivez votre projet, vous pensez que c'est lui qui va changer le monde et qu'il est trop bien, et que parce qu'il est trop bien. Non, écoutez, tout le monde voudra travailler dessus, même gratos, hein. Et quand il va sortir, on va tellement acheter que finalement même, vous allez vous faire de l'argent avec ça. Alors, j'écris mon projet, je commence à payer. Alors, je rappelle que ça va être mon premier projet. C'est la première fois où j'entre en studio réellement, où je suis confronté au coût du studio, au coût du mix, même si je bossais avec des gens que je connaissais qui aimaient mon projet, mais il fallait quand même, à certains niveaux, il fallait payer. Donc, je commence à payer jusqu'au moment où je me rends compte que je ne peux plus continuer comme ça. Je suis étudiant, il faut que je paye mes propres factures à la fin du mois. C'est difficile. Je me dis, je vais tout abandonner parce que je ne veux pas non plus publier un projet qui n'est pas, en termes de qualité, qui n'est pas bien construit, qui n'est pas clean, comme j'aime dire. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, je ne peux pas demander à mon père. Mon père ne m'a pas envoyé en Allemagne pour faire de la musique. Est-ce que tu peux financer? Et surtout que c'est beaucoup d'argent. On ne parle pas de... Hein? Et je me dis, ce serait bien que les gens qui, tous les jours, me disent sur Internet qu'ils aiment mon travail, parce que je suis sûr qu'ils aimeraient parce qu'ils veulent l'entendre, parce qu'ils veulent écouter ce projet. Je suis sûr qu'ils aimeraient pouvoir financer. Mais comment je fais pour leur dire ça? Comment je fais? Parce que il y a aussi un peu cette gêne. Je vais pas demander aux gens moi qui arrive comme un produit entre guillemets un peu fini, quelqu'un qui, je gère, comme on dit, je gère. Comment je fais pour demander aux gens de financer mon projet? Et j'en parle autour de moi. Et une amie me dit, mais tu peux demander aux gens. Il y a ce qu'on appelle le crowdfunding qui existe. Tu peux demander aux gens de financer ton projet et en leur faisant la promesse qu'ils auront l'exclusivité. On en reviendra, on parlera dans les détails, ils auront l'exclusivité de ton projet. Et bien sûr, ceux qui aiment vont le faire. Et c'est comme ça qu'on se lance et c'est devenu ce que c'est devenu. Ouais. Et il a bien réussi ton crowdfunding. C'était un budget plutôt moyen, hein? Il était de combien ton budget? Alors, j'avais demandé 3 700 € et on avait 4 060 €. Donc, à peu près 109% de ce qu'on recherchait. Très bien. Et tu as accompagné d'autres personnes aussi dans le crowdfunding, pas pour ton projet personnel, mais pour le projet de ces personnes-là. Est-ce que tu as un exemple d'un autre projet qui s'est bien passé? Oui. Ouais. Qui s'est même très bien passé. J'ai accompagné beaucoup d'artistes. Bon, celui qui a marché, ce qui a le plus marché, c'est celui de Ménocha. C'est une chanteuse camerounaise qui vit à Strasbourg, en France, qui a pu financer la production de son dernier album, qui est d'ailleurs déjà sorti, Hair's About Hair. Ménocha a, grâce au crowdfunding, pu récolter 5 030 €, quelque chose, je n'ai pas le montant exact, mais plus de 5 000 €. Et avec Ménocha, on avait pensé le crowdfunding avant,
pendant que il est en cours et ensuite, parce qu'il y a aussi un après crowdfunding qui est très important aussi. Mm-hmm. Ben justement, parlons-en. Comment ça se passe un crowdfunding? Qu'est-ce qu'il faut faire avant le crowdfunding? Exactement. Alors, ce que moi je dis à tout le monde qui veut commencer un crowdfunding, avant c'est est-ce que mentalement j'ai prêt? On n'en parle pas, mais c'est la première question. Okay. Le crowdfunding, mentalement, c'est très difficile. C'est énergivore, c'est chronophage. Parce que c'est un exercice je crois que pendant le crowdfunding, on n'a plus de vie. On n'a que ça à l'esprit. Mm-hmm. Et il faut se préparer mentalement. On aura beaucoup de déceptions parce que il y aura les difficultés. On aura les amis, les gens. Parce que quand on commence au crowdfunding, on croit que oui, ma famille, mes amis. Mais c'est pas toujours la famille on aura beaucoup de déceptions. Donc, il faut être préparé mentalement. C'est la première chose. Si on n'est pas fort mentalement, il vaut mieux pas se lancer dans le crowdfunding. Alors, je précise, parce qu'il y a plusieurs types de crowdfunding. Même quand on commence, c'est important de dire ça. Il y a le crowdfunding sans contrepartie, ou alors c'est comme des dons simplement. Je ne sais pas si vous connaissez les GoFundMe, les Tipeee, ou encore ces différentes plateformes où on peut organiser un crowdfunding. Oui, il y a même encore PayPal qui fait des crowdfunding. Mais en fait, les types de crowdfunding que j'ai cités, c'est des crowdfunding qui sont sur la base du don. Les gens vous donnent de l'argent sans promesse. Vous ne promettez rien aux gens. C'est une forme qui est généralement aussi utilisée pour les gens qui ont des maladies, les gens qui veulent... mais qui n'ont pas de produits à vendre. Bien sûr, ceux qui ont des produits à vendre peuvent le faire, mais là, il n'y a aucun engagement de celui du porteur de projet. Vous organisez votre crowdfunding et les gens vous donnent de l'argent, vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de besoin de rendre des comptes par la suite. Voilà. Mais moi, je ne recommande pas vraiment ça. Pourquoi? Je recommande ça pour ceux qui ont aussi un problème. Mais si vous voulez faire un crowdfunding où vous voulez vraiment engager votre communauté, où vous voulez vraiment, parce que le crowdfunding, on oublie de le dire aussi, c'est aussi un puissant objet marketing, parler de son projet avant la sortie, créer déjà l'intérêt chez les gens et avoir des gens qui achètent, entre guillemets, un peu votre projet avant qu'il ne sorte. Vous voyez? Donc, c'est aussi un projet. Mais donc, pour ce type de crowdfunding, je propose le type de crowdfunding avec contrepartie. Et généralement, des crowdfunding avec contrepartie sont basés sur la règle du tout ou rien. C'est-à-dire que soit j'obtiens au moins le montant que je veux, soit je n'obtiens rien. Voilà. Et ce qui crée, donc là, dans le domaine du livre, par exemple, vous pouvez promettre à vos lecteurs, ou alors, je ne sais pas, il n'y a pas que les lecteurs qui auront envie de contribuer, d'avoir l'exclusivité. Ils pourront recevoir, si c'est un livre papier que vous voulez sortir, ils recevront le livre avant la date de sortie, par exemple. Ou alors, vous pouvez faire des produits dérivés, même pas seulement le livre. Les gens feront des posters, par exemple, avec des citations du livre. Ou alors, je dis, il y a tellement de possibilités, des t-shirts avec les titres du livre, avec la cover. Ou alors, ils auront peut-être alors l'exclusivité de choisir avec vous la cover du livre. Donc, si vous me donnez 200 €, vous pouvez, avec moi, décider de la cover. Juste un petit, c'est vous pouvez décider. Même du titre, vous pouvez même décider avec moi, si vous me donnez tel montant, quel titre on va utiliser pour notre livre. Parce que c'est ça, en fait, la participative, ça devient le projet de toute la communauté. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire avant de commencer à parler de ce qu'il faut. Donc, être prêt mentalement. Ensuite, se demander qu'est-ce que je veux obtenir avec ce crowdfunding. L'argent, bien sûr. Aussi, faire la promotion de mon livre. Parce que dire qu'on veut l'argent et en oubliant l'aspect marketing, c'est une grosse erreur. Oui. Dire que l'aspect marketing veut dire que si mon projet va sortir, si j'annonce qu'il va sortir en décembre et que j'ai besoin là maintenant d'argent pour le préparer pour décembre, c'est déjà commencer à parler de ce produit, même s'il n'est pas encore sorti. C'est-à-dire que je dois même d'ailleurs dire de quoi il va s'agir dans le livre. Peut-être même dire à peu près qui sont les personnages phares, peut-être. Donner peut-être aussi le temps. C'est une histoire qui date des années 30. Vous allez voir que les gens qui sont fans de littérature ces années-là, ou alors du style ces années-là, vont se dire, de quoi il s'agit? Peut-être même avoir des références. Je dis n'importe quoi. Franchement, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il faut être très créatif. Il faut être créatif. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Il faut être créatif. Donc,
aspect psychologique, se demander ce qu'on veut obtenir, donc l'argent, aspect marketing. Il y en a qui vont même vous dire que avec mon crowdfunding, je veux faire une newsletter de personnes. Parce que quand les gens contribuent, on peut avoir les adresses mail qu'on peut ajouter dans notre liste et pour avoir notre carnet d'adresses de gens qu'on va contacter à la sortie de notre livre. Donc, c'est là notre point aussi. Ensuite, autre point dont on parle rarement, si vous voulez faire un crowdfunding, malheureusement, vous devez être sur Internet. Donc, si vous voulez faire un crowdfunding, même dans 10 ans, dès ce soir, dès aujourd'hui, créez-vous une page Facebook. Peut-être Instagram ou bien ce que vous voulez, là où vous êtes à l'aise, mais soyez présent sur Internet. Parce que vous n'allez pas venir créer un crowdfunding aujourd'hui sans que les gens sur Internet ne sachent qui vous êtes. Vous allez vendre à qui et qui vont porter votre projet. Qui seront vos ambassadeurs? C'est aujourd'hui. Il faudrait déjà que vous ayez des pages visibles sur Internet, parce que vous n'allez pas justement faire votre crowdfunding dans votre quartier, dans la rue. Hein? Même si ça peut aider, mais on reviendra à ça. Il faut commencer sur Internet. Il faudrait que vous soyez visible quelque part. C'est le point de départ. Donc, n'attendez pas la veille, c'est maintenant là. Donc, si vous songez à faire un crowdfunding même en 2022, aujourd'hui, créez votre page, que vous alimentez et que les gens qui vous suivent sachent déjà ce que vous faites. Tout à fait. Alors, voilà. Ensuite, j'ai besoin de combien? J'ai besoin de combien? N'englobe pas seulement les coûts de production. S'il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, donc j'ai besoin de combien? J'ai besoin qu'est-ce que je veux? Je veux de l'argent pour fabriquer mon livre. Donc, il faut combien de la fabrication il faudra combien? Oui. Donc, il faut fixer un budget de production du livre. Voilà. Si vous voulez inclure dans votre budget aussi les frais de promotion, il faudrait calculer ça coûte combien. Et un aspect qu'on oublie, c'est les frais de la plateforme. Généralement, puisque ces plateformes-là nous aident aussi. Oui. Donc, il y a un pourcentage que la plateforme prend. Il y a des commissions qu'on reverse à la plateforme. Voilà. OK. Voilà. Donc, il faut, mais pour ça, il n'y a pas un montant fixe. Il faudrait s'informer quand vous allez sur la plateforme, s'informer de quel pourcentage. Généralement, c'est pas grand-chose, mais ce n'est pas grand-chose. Mais quand on a un très gros montant, puisque c'est un pourcentage, ça devient quand même énorme. Il faudrait prendre en compte ce montant dans nos calculs. Et aussi, il faudrait tenir compte des contreparties. Si on promet aux gens des t-shirts, si on promet aux gens même des stickers, ou alors si on promet aux gens, il y en a même qui promettent, j'ai vu des gens qui promettaient des shout-outs, de faire des vidéos juste. Dis votre nom. Oui. Ça marche très bien, hein, franchement. Oui. Ta communauté, savoir ce que sa communauté aime. Oui. Il faut calculer tout ça. Si je veux faire des t-shirts, combien ça me coûte? Donc, ça c'est de combien j'ai besoin. Et ensuite, les contreparties. Qu'est-ce que je veux offrir à ma communauté? Combien ça va me coûter? Est-ce que il y a des contreparties qui ne coûtent rien? Si vous proposez aux gens de faire des shout-outs, justement, si vous avez besoin de téléphone ou bien de faire un post sur Internet, les gens sont contents. Il y en a qui sont contents. Si vous voulez faire des t-shirts, si vous voulez faire des posters ou des stickers ou bien des petits sacs avec les extraits du livre. Ou des tasses avec donc tout ce qui est merchandising. Exactement. Il faudrait savoir combien ça coûte. Ça, c'est ce qu'il faut faire avant. Ensuite, le choix de la plateforme. Le choix de la plateforme est influencé par beaucoup de choses. Moi, par exemple, je fais trop attention à ce qui est visuel. Mon projet était un projet qui était très visuel. Il fallait que ce soit sur une plateforme qui me permette d'exprimer ma créativité. C'est-à-dire qu'il faudrait aller sur une plateforme qui respecte qui publie les photos en bonne qualité. Il y a des plateformes qui réduisent la qualité, ou ce n'est pas trop important, en fait, la qualité de la photo, ou qui me permettent aussi de faire une mise en page personnalisée. Par exemple, Ulule, c'est la plateforme où j'étais, ça permettait vraiment une flexibilité, et puis les couleurs de Ulule aussi permettent, en fait, ce n'étaient pas des couleurs très fortes qui empêchent moi de venir avec ma charte de couleurs. Il y a des plateformes qui sont un peu neutres, où franchement, pour un projet qui n'est pas trop visuel, il y a beaucoup de détails. Il y a ça. Est-ce que c'est une plateforme qui accompagne? Parce qu'il y a des plateformes voilà, on vous dit simplement votre projet, limite ils ne relisent même pas votre projet, ils le publient comme ça. Il y a des plateformes vraiment qui vous accompagnent aussi, qui vous proposent. Par exemple, moi, j'avais quelqu'un qui relisait mon projet et qui me disait, OK, tel qu'il est, il est correct, il peut être publié en l'état. Ou alors, cette personne faisait partie de l'équipe de la plateforme. Oui,
Alors, ils ne vous accompagnent, ils ne peuvent pas vous donner ils ne vous disent rien par rapport à votre projet. C'est-à-dire qu'ils vous disent juste en fonction de leur plateforme à eux, c'est qu'ils vous proposent d'ajuster. Bien sûr, ils ne feront pas votre crowdfunding à votre place. Hein. Non, ils ne pas. Non. C'est-à-dire que si je comprends bien, ils vérifient que le contenu que toi, tu as produit soit en conformité avec leur plateforme. Oui, parce qu'il y a une réglementation aussi sur les plateformes. Ça touche à l'argent, il y a une réglementation sur les pays et ils vérifient en fait que tout ça, c'est légal ce que vous demandez. Et aussi, ils peuvent vous faire des suggestions, ils peuvent vous dire que oui, le montant que vous demandez est trop élevé pour la contrepartie que vous proposez. Encore une fois, ils n'ont pas la science infuse. Ils vous disent selon les statistiques qu'ils ont sur leur plateforme. Voilà, donc il y a ça. Donc, c'est très important de tenir compte de tous ces critères-là avant de sélectionner la plateforme. Donc, il faut vraiment prendre le temps, en fait, d'étudier les différentes propositions des différentes plateformes qui sont sur le marché. OK. Exactement, voilà. Donc, tous ces détails-là, tout ce qui est important pour nous, l'aspect visuel, l'aspect mise en page, l'aspect accompagnement, tout ça, c'est important. Et même aussi l'aspect commission. Hein, si une personne me prend beaucoup d'argent, ça nous arrange pas. Qu'on n'y aille pas, simplement. Oui. Donc, ensuite, il y a quel est le moment idéal pour commencer mon crowdfunding? Donc là, on est dans la phase du planning. Oui. En avant, là, on n'a pas encore commencé. On s'est dit, OK, maintenant que j'ai ma plateforme, quand est-ce que je lance mon crowdfunding? Je ne vais pas commencer mon crowdfunding pendant les vacances, quand les gens sont très peu connectés sur Internet, quand ils sont en vacances, quand ils ne sont pas là. Ou alors quand ils ne sont pas prêts à dépenser de leur argent. Il faut voir. Hein? Alors, je n'ai pas les dates exactes en tête, mais il y a même des statistiques qui expliquent les moments parfaits pour même le moment dans le mois, en fait. Quel est le moment idéal pour lancer son crowdfunding. Donc, quand est-ce que je commence et la durée. Donc, est-ce que mon crowdfunding va faire 1 an? Ça, je ne vous conseille pas, vous allez mourir parce que c'est très prenant. Est-ce qu'il fait... Il ne doit pas être très court, mais pas très long non plus. On conseille à peu près 40 jours, mais en fait, un peu plus ou un peu moins que ça. Dans les détails, on pourra encore vraiment ajuster, voir ce qui vous correspond. Donc, le moment idéal pour commencer, la durée. Ensuite, il faut rédiger mon crowdfunding. Partie trop importante, parce que c'est avec ce que vous allez dire, que vous allez attraper les gens. Par rédiger le crowdfunding, tu veux dire maintenant préparer les contenus que... Pas encore, oui, les contenus, mais pas encore les contenus qu'on va utiliser tout au long, mais les contenus, quand les gens vont cliquer sur, parce que on parle la présentation du projet, en fait. Voilà, la présentation. Le contenu fait partie de la présentation, mais le contenu va aussi être là tout au long du crowdfunding. Mais la présentation d'abord du crowdfunding. Je présente mon projet comment? Et ça, c'est même si vous avez les moyens même de prendre quelqu'un qui s'y connaît en marketing, c'est le moment de le faire. Bien sûr, vous pouvez le faire vous-même, mais parce que c'est important. C'est avec la présentation de votre projet que vous allez toucher les gens et leur donner envie de mettre leur argent dans votre crowdfunding. C'est très important. On n'aura pas le temps d'entrer dans les détails. C'est même un exercice de psychologie. Parce qu'il faudrait que les gens, dès l'entame, qu'ils aient envie d'abord de lire tout votre projet et ensuite qu'ils aient envie de donner leur argent. D'accord. Oui. Donc, la présentation de notre crowdfunding. Ensuite, vous avez parlé de contenu. Oui, le contenu est trop important. Je ne vais pas rédiger mon projet et disparaître. Il faudrait que pendant tout mon projet, et ça, ce n'est pas pendant que le projet est sorti, pas quand le projet est sorti que je le publie, non, que j'y réfléchis, non, c'est avant. Pendant les 20 jours, les 40 jours, les 60 jours de crowdfunding, qu'est-ce que je vais avoir pour nourrir ma communauté, pour rappeler aux gens que mon projet sort. Et pour ceux qui ont lu la présentation, qui n'ont pas été convaincus, qu'est-ce que je vais avoir pendant cette période-là pour convaincre ces gens-là qui n'ont pas été convaincus depuis le départ. Convaincre ceux qui hésitent encore. Voilà. Donc, dans mon crowdfunding, j'avais, tout au long, j'avais plusieurs photos. Donc, c'était un projet qui était visuel. Il fallait que les images parlent. En plus, donc, il y avait, donc, tout au long, j'avais
tous les 2 jours une nouvelle photo. Ça peut être fatigant, mais ça a eu ça a eu un grand impact parce que tous les jours, j'avais de nouvelles photos. Tous les jours, j'avais de nouveaux textes. Et aussi, j'étais même allé jusqu'à, pendant la période, j'ai publié 2 nouvelles chansons qui faisaient partie du projet que je voulais financer. Voici un autre extrait du projet. Et pour montrer ton sérieux aussi, parce que il faut que les gens sachent qu'ils investissent dans un projet sérieux. Moi, je pense que c'est très important. Et dans le cas de Menoucha, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de contenu que tu as utilisé pour alimenter le crowdfunding? Oui. Chez Menoucha, c'était l'image, de belles images. On est sur Internet, c'est le visuel d'abord. Et voilà, de belles images. Menoucha parlait de son projet avait un focus sur le cheveu. Donc, Menoucha faisait d'abord, elle se montrait avec ses cheveux naturels et elle faisait des vidéos, mais pas forcément des vidéos, des clips, mais des vidéos avec son téléphone où elle racontait un peu le processus, parce que ça aussi, c'est très important. Raconter où on en est dans le processus de création, ce par quoi on est passé, les difficultés, trop importantes. N'ayons pas honte de dire à notre communauté ce qu'on endure. Parce que pourquoi ils vont nous donner l'argent s'ils estiment qu'on a tout ou bien qu'on n'a aucune difficulté? Donc, de dire que j'ai voulu financer ce projet, tout ça, mais je n'y arrive pas. Parce que j'ai telle difficulté, parce que je n'aime pas l'argent, parce que mais vu que je vous aime et que je vous respecte, que je veux vous donner un produit de qualité, je ne veux pas le sortir dans cet état. J'aimerais que vous m'aidiez à le sortir dans de bonnes conditions. Donc, partager le processus de création et leur dire, hey, aujourd'hui, je suis en studio, voilà ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On les impliquait vraiment dans le processus. Et ça, c'est très simple à appliquer dans le livre. Quand j'écris un livre, c'est-à-dire, je peux publier des extraits, ou alors je peux même avoir des idées de titres. Qu'est-ce que vous pensez de ces différents titres? J'ai plein de titres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis les thématiques qu'on aborde dans les livres aussi, on peut en discuter, les différentes approches. Je veux dire, c'est vaste ce qu'on peut faire si on prend un peu le temps de s'asseoir et de creuser et voilà, de faire jouer un peu sa créativité. Donc, ou de demander même, ou demander même à cette communauté, qu'est-ce que vous voulez entendre et voir? Exact. Qu'est-ce que vous avez aimé sur mes anciens projets? Si vous avez déjà sorti des livres, voilà. Simplement, de manière, et je crois que quand on est honnête avec sa communauté et que notre communauté, il n'y a pas de raison, si on est vraiment honnête et qu'on dit la communauté va intervenir. Je crois que oui, il faut être honnête, ne pas faire semblant. Très bien. Donc, tout ça, c'est la préparation. Voilà. Donc, on prépare le crowdfunding. Oui. Notre crowdfunding est prêt. Oui. Alors, on est prêt, on a réfléchi, on s'est bien armé mentalement, on a prévu notre budget, on a fait tous les calculs, on a préparé une très belle description et on a préparé tous nos contenus. On a sélectionné la plateforme. Je pars du principe que, OK, on lance le crowdfunding sur la plateforme de notre choix. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il faut bien manger et bien dormir. D'accord. Mais c'est important. Non, mais franchement, oui. Il faut se préparer mentalement d'abord et physiquement. Oui. Voilà. Ça peut paraître un peu, oui, ça fait rire de dire ça. Non, mais je trouve ça très, très, très important parce que il ne faut jamais négliger l'aspect bien-être dans ce qu'on fait. Parce que si on n'a pas la force, si on n'a pas l'énergie, on ne peut pas continuer. Oui, parce que je dis ça parce que chaque fois que j'accompagne quelqu'un, la personne me dit, moi, je suis fatigué. Je ne sais pas si je vais tenir. Je ne sais pas. Je dis, il faut tenir. Ce n'est pas facile. Pas qu'on aura. En fait, c'est pas facile parce que on est en permanence en train de
On est sous pression. On est sous pression, on est en train de draguer les gens en permanence. Oui. Ce sentiment d'être en train de demander quelque chose est très difficile à gérer. Oui, voilà. Oui, il est difficile à gérer. Mm-hmm. Oui. Alors que je pense que il est tout à fait normal que ceux qui apprécient notre travail reconnaissent la valeur de ce travail en participant. Ça ne devrait pas créer... Parce que, quoi qu'on dise, à la fin, il y a un produit. Il y a un produit. C'est-à-dire que qu'on ait fait le crowdfunding ou pas, on est artiste, il y a un produit et les gens achètent. Pourquoi à ce moment, on ne se sent pas coupable? Pourquoi on se sent coupable quand ils le font avant? Donc, je pense qu'il faut travailler il faut travailler sur ces questions dans sa tête, en fait. Oui. Exactement. Donc, mon crowdfunding est prêt. J'ai le lien. J'ai préparé tous mes contenus. Alors, si le crowdfunding va faire 40 jours, c'est un peu difficile d'avoir tout le contenu avant. Il faut cela, oui. Mais au moins pour la première semaine. Et au fur et à mesure, on pourra préparer. Donc, maintenant, par rapport au moment et au lieu où on publie, c'est vraiment les détails on n'aura pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je fais avant de publier le crowdfunding, avant de l'annoncer à ma communauté? J'essaye d'avoir autour de moi des gens que je connais personnellement, ou alors même parce que si je suis en contact avec des lecteurs directement, j'essaie de financer un peu mon projet avant de le commencer. Je ne lance pas mon projet avec 0 € dans la cagnotte. Ce n'est pas très bien vu. Personne ne veut financer un projet qui n'a pas l'air de fonctionner. C'est psychologique. Donc, on ne lance pas un crowdfunding avec 0 €, 0 francs CFA ou bien 0 naira, je sais pas moi. Parce que ce n'est pas une belle image. Les gens, psychologiquement, ne viendront pas mettre l'argent quand il y a 0. Les gens aiment mettre quand ils voient en fait, il se passe déjà quelque chose. Donc, essayez autour de vous. Parfois même, il y en a qui, ça c'est un petit secret aussi que je vous donne, il y en a qui mettent eux-mêmes de l'argent dans leur crowdfunding sous un autre nom. Juste pour que la cagnotte ne soit pas vide au départ. Franchement, vous verrez la différence. Donc, on a mis ça. Et avant de crowdfunding, on prépare sa communauté, on dit à sa communauté que j'aurai besoin de votre aide. Dans 2 semaines, préparez-vous, j'aurai besoin de votre aide. Je vais lancer ma campagne de crowdfunding. Je peux faire d'ailleurs un compte à rebours. Jour J-10 pour le crowdfunding. Que les gens attendent ce crowdfunding. Pourquoi? Parce que le démarrage est décisif. Mm-hmm. Un crowdfunding qui démarre bien, c'est un crowdfunding qui va marcher. Qui réussit. Mm-hmm. Oui. Un crowdfunding qui ne démarre pas bien, c'est difficile de remonter la pente. Donc, il faut vraiment préparer l'entame. C'est-à-dire, en soi-même, en s'assurant qu'on ne lance pas le crowdfunding avec 0 €. Et de 2, en préparant donc les futurs ambassadeurs, en leur disant, il y a le crowdfunding. En peut-être donnant même des teasers, en disant, il va parler de ci, de ça, que les gens attendent le crowdfunding comme si c'était le livre même en lui-même. En réalité, c'est même le livre, parce que vous commencez à vous donner là un peu des... Oui. Alors, il y a ça qui est important. Donc, quand on commence le crowdfunding, on a donc nos publications journalières. Il faut tout le temps être en train sur toutes les plateformes, il faut être tout le temps en train de publier, de dire aux gens, même si vous avez l'impression que tout le monde a déjà vu, tout le monde n'a jamais vu sur Internet avec les algorithmes qu'on a aujourd'hui, tout le monde ne voit jamais tout votre contenu. C'est pas possible. Il faut rappeler aux gens tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas un seul jour où ne pas publier. Même si c'est pour partager quelque chose qui a été fait. Tous les jours, vous devez rappeler aux gens, les gars, il y a mon crowdfunding qui sort et tout ça. Donc, il faut le faire. Ensuite, un point qui est très, très important pendant le crowdfunding, c'est si vous connaissez des gens, appelez-les directement. Si vous avez des lecteurs que vous connaissez, si vous avez des lecteurs même que vous ne connaissez pas personnellement et avec qui vous ont déjà contacté, écrivez-leur directement. C'est très important parce que certaines personnes voient passer du contenu, ouvrent une page, voient un long texte et très vite, n'ont pas l'énergie, ont peur d'aller lire. Mais quand vous les abordez directement, je ne dis pas que vous allez imposer aux gens de vous donner l'argent parce que vous les avez abordés directement, non. Mais au moins, vous pourrez vous-même, avec vos propres mots, peut-être même en les appelant directement, ou alors en expliquant par vos propres mots, ils comprendront, parce qu'il y a un autre aspect, les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Crowdfunding veut dire quoi? Exactement. Je vais faire un crowdfunding. D'accord. Mais en fait, les gens ne comprennent pas, encore même que nous qui parlons français, c'est un mot anglais. Donc, ça veut dire quoi? Beaucoup ne savent pas encore. Nous, on en parle parce qu'on connaît, mais en fait, beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire un crowdfunding. Ensuite,
appelez les gens directement, écrivez aux gens directement. Si vous avez des adresses mail, si vous avez un site avec une newsletter, envoyez des newsletters pour appeler aux gens. Un autre point très important et qui a été décidé dans ma campagne, le contact direct. Si vous êtes dans une ville où vous avez la possibilité d'organiser des lectures, organisez on n'a pas besoin de 1000 personnes, hein, même avec 10 personnes. J'organise lecture de, je sais pas moi, de mes poèmes, performance de ci, de ça, entrée gratuite et à l'intérieur, vous parlez de votre projet. Pendant votre projet directement, vous pouvez dire aux gens, voilà ce projet qu'on a. Vous avez donc l'opportunité de présenter votre projet dans les détails. Et ceux qui n'ont même pas pu lire vont mieux le comprendre et expliquer pourquoi vous avez décidé de rentrer ce approfondi. Nous, on a eu, je l'ai dit, la plus grande partie ne font pas ce contact direct avec les gens. Oui. Il faut dire que c'est vraiment le crowdfunding, c'est tout un projet en fait. Ok. Bon, maintenant que le crowdfunding s'est passé, on suppose que ça a très bien marché. On a eu la somme qu'on voulait. Mm-hmm. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'on se dit, bon, OK, merci, au revoir, à la prochaine? Non, tout commence là. En fait, je dis ça parce que certaines personnes, quand elles ont fini leur crowdfunding, disent, OK, j'ai fini, j'ai eu l'argent, très bien, au revoir. Oui. Non. En fait, ce qu'il faut faire quand le crowdfunding est terminé, c'est d'abord remercier, très important, sa communauté. Ensuite, si on a promis des contreparties à sa communauté, il faudrait y travailler. Heureusement, on a, quand on fait la promesse, on donne des dates. C'est-à-dire que vous l'aurez avant, au plus tard, le 20 décembre 2023, par exemple. Donc, travailler et respecter ce qui a été dit. C'est très mal vu de faire une promesse qu'on ne tient pas. Les gens ne l'oublient jamais. Et même pour le travail, c'est très mal vu. Si vous proposez des choses que vous pouvez offrir. Et la qualité que vous pouvez offrir. Ne proposez pas aux gens avec une image d'un sac trop chic et leur proposer quelque chose qui ne ressemble en rien à ce que vous avez proposé. Donnez le contrepartie que vous avez proposé pendant la campagne. Très important. Donc, et ensuite, les gens qui ont fait, puisque presque toutes les plateformes, vous avez la possibilité d'avoir les adresses mail, les contacts directs de ces gens-là. Alors, vous devez remercier ces gens-là. Si vous avez une newsletter, vous pouvez leur demander si vous pouvez ajouter le nom à votre newsletter aussi. Et s'ils ne sont pas d'accord, vous avez quand même toujours la possibilité de les contacter. Si vous savez que vous avez par moment, c'est que vous avez des nouveaux projets. Parce que je pense sincèrement que quelqu'un qui sort son argent, même dans votre projet, avant qu'il ne sorte, est quelqu'un qui clairement aime votre travail. C'est quelqu'un qui serait prêt à vous soutenir. Oui. Donc, ne perdez surtout pas ce contact-là. Jamais. Faites tout pour maintenir ce contact, que ce soit le contact sur Internet, le contact par mail ou que ce soit le téléphone. Gardez ces contacts-là. Et essayez à chaque fois que vous avez même pas si vous êtes auteur, même pas seulement des livres, si vous avez des événements dans leur ville, il faudrait qu'ils soient au courant parce qu'ils vous ont prouvé. Généralement, même quand on fait un crowdfunding, parfois, on n'a même pas encore sorti en premier projet. Donc, les gens vous font confiance un peu aveuglément. Donc, il faudrait aussi montrer que vous êtes reconnaissant pour ça et continuer parce que c'est ces gens-là qui sont vos ambassadeurs. Oui. Voilà les points importants. Envoyer les contreparties qu'on a promises, garder le contact avec ces gens et continuer la promotion de notre projet. Parce que la promotion a commencé avant la sortie. Le projet sort, on continue la promotion. Et vous allez voir que, vu que quand le projet sort, les gens savent déjà de quoi il est question, ils attendent. Vous verrez que vous allez faire. Si vous avez sorti un projet avant sans crowdfunding, vous allez voir la différence dans les statistiques, en fait. Voilà. Je crois que j'ai bien résumé et que j'ai donné tous les conseils pratiques. Super, très bien. Donc, en résumé, c'est vraiment 3 étapes. Il y a la préparation,
on va pas revenir sur les détails. Il y a la préparation. Déjà, je voudrais dire que ceux qui veulent avoir tout ce qu'on s'est dit là peuvent aller dans la description de l'épisode où on aura décrit toutes ces étapes-là. Donc, il y a la préparation et il y a le crowdfunding en lui-même et il y a le suivi du crowdfunding après le crowdfunding. Je dois avouer que quand j'ai pensé à t'inviter pour le crowdfunding, je m'attendais pas à ça. Je me disais, oui, les gens s'associent pour cotiser, comme on dit. Mais là, je me rends compte que c'est beaucoup plus sérieux que je ne le pensais. Et vraiment, merci Steve pour cet apport, pour ces détails-là, qui j'espère vont aider les gens à réussir leur projet, parce que parfois c'est un manque d'argent et voilà, même si c'est pour un budget de 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros en montant, je veux dire, on peut faire un crowdfunding pour tous les budgets. Et je pense que moi qui suis très... j'encourage beaucoup les gens dans l'auto-édition puisque l'édition classique a des barrières incroyables. Donc, je me dis qu'il faut que les auteurs reprennent un peu le contrôle de leur carrière en main. Donc, le crowdfunding peut être une belle piste pour pouvoir financer la production de son livre, pour qu'à la fin, il y ait un livre de qualité. Parce que ce qu'on reproche souvent aux gens qui s'auto-éditent, c'est qu'ils font tout seuls. Alors qu'ils ne sont pas les experts de tout ce qu'il faut faire dans la production d'un livre. Et parfois, ils le font tout seuls, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les professionnels. Donc, le crowdfunding, c'est un bon moyen de pallier à ces obstacles-là. Donc, encore une fois, merci Steve. Il y a une question que j'aimerais te poser. C'est une, comment dire, c'est une nouvelle tradition que j'ai envie d'instaurer dans le podcast à la fin de chaque entretien. Alors, j'aimerais savoir si tu avais la possibilité de supprimer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait? Une seule chose. Une seule. Il y a tellement de choses que j'ai envie de changer. La chose la plus importante que j'aimerais changer. Qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit? La guerre. Tu peux dire pourquoi? Parce que j'estime que il n'y a rien de... Alors, on dit qu'il y a toujours un bon côté, un mauvais côté des choses, mais je ne vois aucun bon côté dans la guerre. Quelle que soit, hein, quelle que soit l'échelle, la guerre n'est pas quelque chose qui construit, quelque chose qui déconstruit. Et bien sûr aussi, la guerre part de beaucoup d'autres choses. Mais la guerre, c'est le mot qui me vient là tout de suite. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer. Je sais, mais je voulais juste une seule chose. La guerre. Très, très bien. Les guerres, partout, dans le monde, dans nos familles, partout. Et est-ce que tu as une chose que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent, quelque chose qu'ils pourraient emporter de notre conversation aujourd'hui? Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est ce que vous faites là en ce moment. Parce que je sais que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez une mission. La mission que vous avez là, je ne sais pas quelle est cette mission-là, mais je suis sûr que si vous avez cliqué sur le lien du podcast Afro Livresse, c'est parce que vous avez des questions que vous vous posez. Et cette chose-là que vous faites, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Si vous doutez en ce moment, ne doutez plus. Le doute fait partie du travail, ça fait partie du processus, mais faites-vous confiance. Portez cette mission-là qui est, je sais qu'elle est lourde. Portez-la. N'arrêtez pas d'être créatif. Même si à un niveau, ça peut être difficile mentalement, financièrement, n'arrêtez pas. Parce que je peux vous assurer que votre vie sera encore pire si vous arrêtez. Wow. Je pense que... et puis, c'est bien d'investir du temps dans sa formation intellectuelle, comme vous êtes en train de le faire en écoutant ce podcast. C'est pas du temps perdu. D'ailleurs, je crois, parce que moi-même, je fais ça. J'investis du temps et de l'argent dans ma formation
moi, en tant qu'artiste, en tant que chanteur, en tant que auteur, de me former, écouter ce que les autres ont à dire, écouter les professionnels du domaine. Et en ça, vous êtes au bon endroit chez Afro-Livresque. Ne lâchez rien. Continuez. Merci beaucoup, Steve. Merci, Assel. À bientôt. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.